C'est l'équipe du soir, bonsoir. Bonsoir, deuxième émission de la rentrée. Les audiences sont au beau fixe. Le mot, évidemment, c'est continuer à nous regarder. Voilà, ce sera bien pour tout le monde. Pas de sondage du soir pour l'heure, puisque Montpellier et Lyon sont en train de s'expliquer. On va faire le débrief de la première mi-temps, alors que Montpellier mène 1-0 grâce à un but à la 42e minute d'Arnaud Souquet, une reprise de volée. Pas de sondage du soir, donc on passe directement à la présentation des chroniqueurs. Le président et le chef chaudard, Sébastien Tarago. Président Tarago, bonsoir. J'espère. Président, ça va très bien. Et vous? Président, ça va très bien. J'ai une nouveauté cette saison, président. Cette saison, le président de l'équipe du soir peut réclamer un carton jaune par émission sans être lui-même averti. Donc, sans raison particulière. Peut-être justifié quand même. Ah bon. On sait que vous êtes un président extrêmement... Non, pas d'arbitraire. On sait que vous êtes un président extrêmement rigoureux. Le Bikers est dans la place. Philippe Sansfourche, welcome, bonsoir. Regardez, le mec est fou. Le mec est complètement taré. Eh oui. Philippe, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va? M'excuserez, j'ai pas mis le cuir, mais par 35 degrés. Non, ça va. Pas non va. plus masochistes. Très bien. On accueille un petit nouveau. Eh oui, c'est le petit blond de l'équipe du soir. Oh. Giovanni Castaldi de Yahoo Sport. Bonsoir, ravi de vous accueillir. Très heureux d'être là, très honoré. Oui, honoré. On en reparlera à la fin de l'émission. On va voir mon Giovanni. On vous aime bien, on vous adore. Moi, je vais vous protéger. Carton. Comment? Carton? Il est à peine arrivé, il dit faux cul. Non, mais, carton. Moins 1, c'est combien? C'est moins 1? Non, pour l'instant, c'est juste. Pensez avoir un allié, je viens de vous tromper. Castaldi, on en parle plus. Giovanni, oui. Je vous présente votre mentor, l'homme qui va vous protéger. C'est le spec de l'équipe du soir. Bonsoir. On peut toujours compter sur Gilles. On a mis Gilou avec Giovanni, c'est pas possible. Comment ça va? C'est ça. Et vous êtes d'humeur comment? Je suis d'humeur badine, mais il y a une nouveauté. Je peux exclure n'importe qui quand je veux dans l'émission. Alors attendez, je regarde les règlements. La réponse est non, mon Gilles. On est ravis de vous avoir. Vous avez un règlement, mais moi j'ai le mien. Ah, vous avez un règlement, d'accord. T'as une chance sur deux qu'il soit aimable. Bon, et ben voilà. Après, t'as une chance sur deux que ça se passe mal. Arrêtez, il est bien, il est d'humeur badine. Ça veut dire que ça va, c'est cool ce soir, on va pas le gonfler. Il revient là, son rond de serviette à l'équipe du soir, c'est Grégory Schneider. Greg. Bonsoir, messieurs, dames. Ça va où déjà, sinon? À Libération. Ah oui, d'accord. Oui, de passage à Libération. Et... Oh, ils te reconnaissent encore ou... C'est parce que je suis allé chez le douille que ça. Voilà. Bon. Ah, ok, mes petits. C'est vrai que vous êtes allé au coiffeur. Non, chez le coiffeur. Non, cette coupe-là, c'est au coiffeur. Mais là, il a demandé coiffeur. Non, mais Chez le coiffeur, c'est votre coupe. Mais la coupe qu'il demande tout le temps, Greg, c'est court devant, dégagé derrière. Voilà. Donc il est tranquille. Là, il en a pour 6 mois. Ok. Mes amis, dans l'oreillette, on me dit une émission rythmée, on perd du temps, donc Olivier, tu vas faire une présentation rapide. Elle est extrêmement rapide. Vous avez gardé Maës? Oui, on l'a gardé. Montpellier-Lyon, 1-0 pour Montpellier. But d'Arnaud Souquet à la 42e minute. Lyon qui est mené, est-ce que c'est pour vous totalement mérité? Oui. Oui. Sur la première mi-temps, plutôt, on constate quand même que quand Lyon a en face une équipe, c'est quand même pas tout à fait pareil. Il y avait Monaco et Angers. Là, ça n'a rien à voir, c'est une vraie équipe, ils sont compacts, ils jouent dans leur dos, ils jouent dans le dos des latéraux, ils savent pourquoi ils sont là, ils mettent beaucoup d'impact. Enfin, ça, Montpellier, de toute façon, ils n'ont jamais rien fait d'autre. Donc, je trouve que là, pour eux, pour l'instant, c'est compliqué. À Montpellier, une équipe de boucher, alors. Non, parce que le foot nécessite de l'engagement, je veux pas qu'on se méprenne, ça nécessite quand même de s'y mettre, mais ils ont cette culture-là, ils l'ont toujours eu. Et c'est pas que des Zakarian qui vont la laisser de côté d'ailleurs. Pour le coup, ça va être hyper intéressant pour la seconde période, parce que comme Grégory le disait... Il a le droit de parler? Laissez-le. S'il vous plaît, Gilles, juste un petit mot sur Lyon. Donc il parle et on repart pas. C'est une nouvelle règle. C'est une nouvelle règle. Non, Gilles, on l'a mis à l'aise, on dit surtout prends la parole, sois à l'aise. Ah, d'accord. Elle est au bon, première intervention. Lâche-toi. Giovanni, vous l'avez dit, deuxième mi-temps. Oui, ça va être hyper intéressant, parce qu'on a vu face à Monaco, Lyon a déroulé facilement, il y a eu des circonstances favorables. Là, on voit que Lyon peine, pénalty concédé, même si Delors a raté une erreur défensive de Youssouf Koné qui remet mal. On va voir comment psychologiquement cette équipe va se comporter en deuxième période et on attend un état d'esprit à la hauteur puisque c'est ça qui a pêché l'an dernier. Je reviens un peu, c'est le premier test. Je reviens un peu sur la première sortie. C'est pour vous, c'est le premier test de Lyon. Depuis le début de saison, il y a une cohérence. On comprend ce que Silvino veut faire. Il garde les joueurs qui s'imposent. Bon, c'était intéressant. Mais quand tu voyais bien les matchs, il y avait des choses qui interpellaient, notamment en défense. Moi, je pense à Andersen. Peut-être sera-t-il bon, mais il va falloir attendre un peu, visiblement. Pourquoi vous l'avez dans le viseur, là? Non, mais moi, je ne l'ai pas trouvé bon lors de ces premiers matchs, malgré les victoires de l'Olympique Lyonnais. J'ai trouvé même parfois très inquiétant. T'es le seul qui était friable. Voilà. Et sur cette première période, il est à peu près catastrophique. Donc,
Ça, c'est une certitude. Donc, je trouve intéressant et je me dis que si jamais, alors que cette première période a été très mauvaise pour Lyon, parce que Depay est aussi très mauvais ce soir, si jamais ils arrivaient à gagner ce match-là, alors là, je me dirais... Là, il y a un truc. Ouais. Quand ça part comme ça peut Disons être que très sur intéressant. Sur les 2 premières rencontres, on l'a dit, circonstances très favorables face à Monaco. Ensuite, un Angers totalement déboussolé. Il venait d'y avoir le transfert de Reine Adélaïde. Et puis, Butel dans les un cages. bonsoir. Butel, Enfin, bon, ils sont passés complètement à la moulinette. Angers avait gagné Donc, le premier on a- match et joué l'Europe. Donc, Voilà, on n'a pas pu voir vraiment Lyon contre un adversaire qui le mettait sur le reculoir. Et on va dire que la rigueur tactique et notamment le repli des ailiers avait suffi à protéger une défense dont finalement on n'avait pas pu l'attester de manière sérieuse. Et là, même si ça continue, parce que j'étais quand même assez surpris de voir sur le début de rencontre, par exemple, sur les premières attaques placées de Montpellier, voir Bertrand Traoré, bon, qui du coup maintenant est devenu totalement inefficace offensivement, mais C'est dur. sur les 2 premiers matchs, c'est l'ombre de Traoré. Il va pouvoir commencer à se poser des questions parce que là, c'est le même 11. Ça fait 3 matchs de suite que Lyon démarre avec le même 11. Comme si on avait déjà les certitudes absolues, comme si Martin Terrier Moi, ne je trouve pouvait ça pas intéressant. réclamer autre chose. Donc, Bertrand Traoré, pour moi, interrogation. Mais ce qui est certain, c'est que les préceptes qui ont été mis en place par Silvino, relayés évidemment en interne par Juninho et l'ensemble du staff, pour l'instant, ça marche. Alors peut-être que derrière une défaite, on n'en est pas encore là, mais ça pourrait être différent. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a une rigueur qu'à mon avis, beaucoup de clubs aimeraient avoir. Gilles, qu'est-ce que vous retenez de cette première période? J'ai trouvé Grégory très sévère sur Lyon sur la première partie parce qu'avant qu'il concède ce penalty et le but, Depay a une occasion, il se prend les pieds dans le tapis tout seul, il met le pied droit au lieu de mettre le pied gauche. Ouais. 2-3 situations où il est vraiment pas bon et ils avaient des situations à jouer très correctement. Il est vraiment pas bon, il est vraiment pas juste comme il a été sur les 2 premiers matchs. Donc, alors je dis pas qu'ils ont dominé non plus, hein. Non. Donc le problème est qu'ils sont toujours en place, mais effectivement leur défense, moi j'ai jamais aimé Denayer, mais alors maintenant c'est Denayer plus Anderson. C'est Andersen, c'est-à-dire qu'on additionne beaucoup de choses qui me paraissent négatives. Et là, effectivement, le pénalty, il n'y a rien à dire. Il y a 2 fautes. Il y a 2 fautes. penalties, c'est bien ça. Il y en a 2. Mais, bon, la main de Denayer, je pense qu'il n'y peut pas grand-chose. Mais l'autre Andersen, il joue très mal le coup et il y a vraiment pénalty. On va aller Donc, voir il y a rien de Yoann truc. Et ce qui m'agace encore une fois sur ce truc-là, c'est qu'encore les Lyonnais vont discuter sur le pénalty, alors que là, ils ont juste à fermer leur gueule et à se replacer. Parce qu'il n'y a pas eu que les 2 qui occasions. commente le match Ouais. pour la chaîne L'équipe. Yoann, vous êtes dans votre studio, vous êtes chez vous. On est en train de se dire que Montpellier mène au score et c'est plutôt totalement mérité. Qu'est-ce que vous retenez de cette première période, mon cher Yoann, que vous commentez? Ah bah là, Mémé, les Lyonnais ont été secoués, secoués vraiment comme des prunes. Il y a eu des occasions. N'oublions pas quand même, il y a eu une très belle occasion de Delors avec un super barré de Lopez. Il y avait double faute. Ils ont été secoués parce que vraiment les Montpelliérains, un coup Laborde, un coup Mollet, un coup Delors, franchement, ont attaqué avec Oyongo aussi. Oyongo, excellent sur le côté gauche, qui a fait plusieurs percées, des centres. Et franchement, j'ai trouvé les Lyonnais, ils étaient tout simplement pris à la gorge par les Montpelliérains. Alors oui, il y a eu l'occasion énormissime de Depay aussi. Normalement, il doit mettre pied gauche et ça aurait fait but. Il a préféré prendre pied droit et s'est allé à côté. Mais franchement, inquiétant. On n'a pas vu du tout Moussa Dembélé, totalement transparent. Et Bertrand Traoré, quand même, il a fait un ou deux bons centres, un ou deux bons replis défensifs. Mais c'est beaucoup trop léger en ce moment, en cette première mi-temps pour les Lyonnais. Franchement, Montpellier épatant. Yoann, vous restez avec nous. Dès que la deuxième mi-temps reprend, évidemment, s'il se passe des choses essentielles. Vous intervenez, vous êtes évidemment chez vous. Giovanni, vous reprenez la main. Ouais, non, je voulais juste dire un truc, c'est que sur les deux premières rencontres, on a vu un Luka Touzard extrêmement actif. C'est lui souvent qui était au départ des actions. Et là, on voit que dans sa zone, il y a Mollet qui travaille bien, il y a les Montpelliérains qui sont extrêmement agressifs. Et on voit que le milieu lyonnais marche moins bien que sur les deux premières rencontres. Ça va être intéressant aussi de voir comment ils vont se comporter. voit le niveau Partie des de choses Touzard, qui m'inquiétaient sur Bah les oui, deux premiers et matchs. c'est pour que ça. Touzard soit le meilleur lyonnais. Oui, mais il participait à l'équilibre, à l'organisation du jeu. Et là, on voit qu'il est plus discret. Sauf erreur, ça fait 4-5 très grosses occasions en 45 minutes. Pour une équipe du standing de Lyon, c'est pas normal. 4-5 occasions. Bon, Il y a Onyungu qui tire au-dessus, il y a le Bravo, penalty, il y a le but, Attendez, il y a attendez. la reprise de Delors que sort le gardien. Déjà, ça fait. Enfin, je veux dire. Vous agacez pas, regardez, je les ai notés. 14e minute, frappe de Ferry, un peu mollassonne. Il y avait des situations de tir qui n'avaient pas été concrétisées par Laborde et Mollet. 14e, ok. Un centre de Mollet à la 15e, une minute plus tard, avec une reprise du genou de Delors. Mais l'action est mal négociée, mais finalement devient dangereuse. Et c'est Lopez qui sort ce ballon. Le penalty. Onyungu au-dessus. Onyungu à la 26e minute. Voilà. Et le but. Et le but, ouais.
Bah, je sais pas, je trouve que quand même, ça fait quand même. Non, mais Pardon, mais on était sur Lyon, là, sur les 2 premiers matchs, en disant il y a une rigueur tactique et tout ça. Qu'est-ce qui va pas? Parce que là, tout d'un coup, il y a une rigueur tactique, mais tout d'un coup, les mecs, je vous entends, je vous écoute, ils se font marcher dessus. Ils ont joué 2 équipes de pommes de terre les 2 premières fois. voilà. Touzard, il s'est retrouvé tout seul, il a pu s'organiser comme il voulait. On sait très bien, le milieu de Monaco, ils ont un milieu qui est statique, qui ne court pas. Eux, ils courent quand même un petit peu, donc ils les ont mangés. Et Angers, c'est une équipe fantomatique qui a été là-bas. Donc, effectivement, là, ils ont une vraie opposition avec des gens qui savent jouer au football. Mollet, c'est un très bon joueur. Il revient. Scora, ils ont Soquet qui est à droite, qui est pas mal. Ils ont devant les 2 mecs qui sont chiants à mourir, à chaque fois à marquer, entre Delors et Laborde. Et il les bouscule. Moi, où je suis un peu étonné, c'est qu'il les bouscule un peu physiquement. Oui, dans l'impact. Ils se font bouger. Et c'est là où ça me surprend. Non, mais contre Angers, pour revenir sur ce que disait Gilles, Touzard, c'était Pirlo. À un moment, il y a un truc qui allait pas. C'est-à-dire que, ou alors ça m'avait échappé au cours des dernières années. Ça vous a peut-être échappé. Peut-être, mais c'est la passion. là j'avais vraiment un gros souci. Imaginez que Touzard prend un triplé. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi le jeu mais entre Touzard de l'année dernière et Pirlo, je me disais qu'il y avait un gap qui pouvait être franchi tranquille. Vitel en face, c'était pas Buffon. C'était pas Buffon, ça dépend lequel. Je savais. Bon, je crois qu'on a dit assez de mal sur cette première mi-temps du côté de l'Olympique Lyonnais. Mes amis, Vous aimez ça. on va se quitter. On va se quitter, mes amis, avec tout d'abord habillage à l'américaine, musique qui fait peur. On a dit beaucoup de mal le Lyon, mais maintenant, on va voir un peu nos chroniqueurs. Score final de ce Montpellier Olympique Lyonnais, Giovanni Castaldi. 2-1 OL. Ok. Grégory Schneider. 2-0 Montpellier. Ok. Gilles Favard. Un partout. Pour l'instant, c'est voilà, on a un peu la synthèse. Attention, Philippe Sansfourche. Ah, je copie, un partout. Allez, 2-1 Montpellier. Merci, président Tarago. Débrief de cette rencontre, juste au coup de sifflet final. Ça va être à peu près dans 45 minutes et quelques temps additionnels. L'actu Mercato, en quelques minutes chrono, on passe au Mercato Express. On y va. Hop, on change d'habillage. C'est officiel, ça vient de tomber, alors qu'on est en train de débriefer cette première mi-temps. Johan Cabaye à Saint-Etienne, c'est officiel. C'est bien, c'est pas bien. Je reprends ma question d'hier, est-ce que ça sent un peu le réchauffer ou pas? C'est bien la pension Mimosa. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien. Je leur ai fait la même expression hier, ils riaient tous. Ils se sont tous moqués de moi. Ah ouais, ils riaient, ils me disaient Villa c'est bien, Debuchy c'est bien. Bah, je dis, non, mais... Tout dépend. Debuchy, c'était bien. Oui, mais même Villa c'est bien, mais arrive un moment, il ne faut pas les accumuler, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas joué depuis 6 mois, il a 34, 33, bientôt 34. Parce que je sais, quand vous dites 33, vous oubliez qu'il a un anniversaire dans 15 jours, donc 34. Donc le problème, toujours le même problème. Ouais, c'est les problèmes des journalistes. C'est l'anniversaire de 15 jours. C'est l'anniversaire il y a 15 jours. Donc. Ouais. On va regarder ça, il y a il est plus quelqu'un près des qui peut 34. regarder. Ah bah, si tu comptes sur Mathieu Maes, tu peux... On va taper sur Internet, Johan Cabaye, je pense qu'il va y Ils ne arriver. savent pas faire en régie. Attention, il y a un défi en régie, mon cher Mathieu, Johan Cabaye, son On veut anniversaire. savoir la date des... Il a 33 ans, mais est-ce que son anniversaire tombe dans 15 jours? C'est une info exclusive de Gilles Favard. C'était le 14 janvier 86, bravo Gilles. Ouais, 6 mois après. Ouais, franchement, mais c'est pas énorme. C'est là, c'est en janvier. Et se tromper de ça. Gilles, mais pourquoi vous partez sur le 15 jours? Le mec, il est né en janvier. J'ai pas dit 15 jours, bah c'est 150 jours, c'est pas grave. C'est pareil, ça revient au même. Ok, mais ça revient au même. Dans l'année, il aura 34 ans, donc ne prenez pas pour un Ronaldo aussi. Et il n'a pas joué. Nice, c'est donc officiel. Donc Ineos, c'est la société de Jim Ratcliffe. C'est une surprise. Non. C'est une surprise, on ne savait pas. Bob Ratcliffe, le frère de Jim, était en conférence de presse. On espère annoncer des recrues dans les prochains jours. Vous avez des infos, vous avez des petites coulisses à nous dire Ce qui se dit depuis, sur le journal depuis une quinzaine de jours. C'est-à-dire Dolberg, Ounas. Peut-être dès demain, Dolberg. Voilà. Dolberg. Ça va, voilà. Ounas, on parle d'un prêt avec option. Il y a une Soki aussi Ils ont qui est très visée. avancé. Oui, Ensoki, ça discute aussi. Ça discute de aussi, manière, même s'ils parlent avec Rennes aussi, voilà. Donc en 6 jours, ils peuvent. Ah bah oui, parce qu'ils ont Oui, travaillé. parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé travaillé avant. Ils savaient. Non, mais ils sont prêts. Ok. Kevin Malcuit, le joueur du Napoli, intéresse le Paris Saint-Germain. Leonardo est lui séduit. Et vous êtes Ah non. séduit? Non. Bah non, Kevin Malcuit, non, je pense pas. À la limite, quitte à avoir Meunier et Dagba, je préfère voir Dagba un peu progresser, voir autre chose. Kevin Malcuit, même si c'est un bon joueur, il a fait des choses intéressantes à Naples.
Je suis pas sûr que pour le PSG, ça soit bien mal cuit dans l'environnement parisien, je suis pas sûr. Excusez-moi, il y a l'agent de Gilles Favard qui dit de faire parler Gilles Favard. L'agent, c'est Grégory Schneider qui me fait. Non, mais quand je vois Gilles Favard commencer à rigoler comme ça, c'est en général, il faut aller le chercher. Ouais, il y a un deuxième animateur, c'est Greg. Leonardo est séduit par. Il est séduit. Magic, mais il l'a vu jouer quand ça fait 3 mois qu'il n'est pas titulaire, Leonardo. Donc c'est un truc un peu des parlottes dans le dos. On appelle ça des. Pendant 3 mois, c'était la trêve. Mais Oui, justement, pendant la trêve, il n'a pas joué. Je te remercie. Pendant la trêve, il n'a pas joué. C'est bien ça. Donc ça, c'est des parlottes d'agents. C'est Dagba si c'est pour prendre mal cuit. C'est des infos d'agents. On peut faire un échange mal cuit de Neymar aussi avec Martin, c'est possible. Vincent Cosiello à Cologne proposé à Nantes. Nantes a refusé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Ça me semble. Enfin, c'est Gourcuff qui a pris la décision ou c'est qui? Non, c'est pas ça. Je pense que ça a été proposé dans l'éventualité où Rongier partait. Ok. Mes petits, on retrouvera le Mercato Express dans la deuxième partie. Mbappé, Cavani blessé. La une du jour de l'équipe revient sur ces 2 blessés du Paris Saint-Germain. Une, Kylian Mbappé dans l'équipe. On apprend que la multiplication des blessures crée des tensions au sein du club. Le staff médical s'interroge sur la lourde préparation voulue par l'entraîneur. L'hécatombe de blessés fragilise-t-elle l'entraîneur Thomas Tuchel? J'ai du mal à le croire, moi. J'ai dit oui, moi. Vous avez dit oui? Moi, Ah j'ai dit oui. Pourquoi? Expliquez-nous, Gilles. Parce que un coach dans un grand club, il est responsable un peu de tout. Et Tourelle, on l'a épargné, moi le premier, toute l'année dernière. Et on va un petit peu prendre des cas d'école. L'année dernière, il a fait venir Choupo-Moting, qui, il y a 3 jours, a fait un match extraordinaire, mais qu'on n'a pas vu pendant 8 jours. Quand vous avez des équipes comme ça, par exemple, il s'est servi d'Mbappé toute l'année, une année post-Coupe du Monde. Il a fait tous les matchs. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à mettre d'autre. Arrivé un moment, il ne pouvait pas démarrer les matchs avec Choupo-Moting. Donc, à force de tirer sur la ficelle, elle a cassé. Mais si elle a cassé, il est quand même un peu responsable. Ah, mais t'es dur, Gilles. Eh ben, je suis dur. T'es dur parce que Je suis dur tu de sais quoi très bien que. Tu sais très bien que ça se défend, ça, pour Ronaldo, ça se défend, Ronaldo ça, hein. et Messi, bien sûr, Oui. beaucoup de choses se défendent. Mais très sérieusement. Hein, mais Ronaldo, Messi, tous ces joueurs-là, tu sais très bien que jusqu'à encore il y a très peu de temps, ils jouaient tous les matchs. Oui. Et pour autant, on n'a jamais reproché aux entraîneurs de les faire jouer. Donc, franchement, la blessure de Mbappé, dire que c'est de la faute de Tourelle, ça me paraît c'est légitime. Il a pas dit que c'était la C'est faute de pas Tourelle. la même chose. J'ai dit qu'il a mal géré son groupe. C'est-à-dire qu'arrive un moment, il faut dire les mecs, je peux pas faire une saison avec 3 attaquants. Mais- Il m'en faut un plus. Mais comme c'est lui qui a choisi Choupo-Moting, je pense qu'il est responsable. Voilà. Parce que Rézé, c'est pas lui qui l'avait pris avant. Et il arrive un moment, il a Di qui à Maria, mettre. c'est un attaquant. Qui ça? Di Maria, c'est un Ah ouais, attaquant. mais il a pas jouer dans quoi? l'axe. Et Cavani, qui est de plus Di en Maria, plus blessé, il joue dans l'axe dans un dont tout le 4-4-2. monde veut qu'on prolonge, qui est quand même de plus en plus blessé depuis 18 mois. L'année Oui, mais dernière là, blessé, tu vois, c'est Neymar intéressant blessé. ce que tu dis. Et- C'est-à-dire que et depuis arrivé hier, un moment- depuis dimanche, Oui. je lis, j'entends que, en gros, il est trop vieux, Cavani, et c'est normal qu'il se blesse. Bon, ok, mais il me J'ai semble, pas dit ça. il me semble que Kylian Mbappé, il a pas 34 ans, et il se blesse aussi. Donc il y a un Mais c'est moment, la on dit première- tout et n'importe quoi. Depuis qu'on voit Mbappé, c'est la première fois qu'on le voit se blesser comme ça. Il s'est déjà blessé. Non. Il a été absent Une déchirure, la première une saison. déchirure qui va lui pendant plusieurs coûter semaines. 4 ou 5 semaines. il y a quand même- C'est la première fois qu'on le voit dans cet état-là. Je désespère de faire parler Philippe Sanfour. Dans cette histoire, la question c'est quoi? Est-ce que Tourelle est fragilisé par ces avalanches de blessures? La réponse, pour moi, elle est oui. Pourquoi? Parce que Leonardo, je ne vais pas dire que ça l'arrange, mais en tout cas, il sait très bien qu'il mettra Tourelle en première ligne s'il y a un problème à ce niveau-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que notre ami Mbappé, il n'a que 2 semaines de vacances. Sur ces 2 semaines de vacances, en plus, Il va au Japon. il fait le Japon, il fait les États-Unis, tout à fait en accord avec le Paris Saint-Germain, parce que tout ça est en partie orchestré par l'équipementier, Par par les Nike, droits avec d'image. qui tu viens En de grande partie. re-signer En grande partie. pour le long terme à des Ah, tarifs il qui va- sont... Donc tout ça est Je fait suis d'accord. de concert. Mbappé revient, il dit, bon, souvenez-vous quand même la saison dernière, de retour de la Coupe du Monde, j'ai pas pris beaucoup de vacances, j'ai enchaîné, la saison a été ce qu'elle a été, on l'a dit, il a été obligé de jouer les pompiers de service. Là, il a demandé une semaine supplémentaire. Elle lui a pas été accordée. Par qui? Par Leonardo. Parce que Leonardo, en fait, fallait mettre les paroles en adéquation, enfin les actes en adéquation avec les paroles, et il ne pouvait pas faire de passe droit. Mais ça, il ne l'assumera pas. Ce qui va se passer, c'est que c'est Tourelle qui va prendre. D'accord. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, oui, mais Philippe, aujourd'hui, tout fragilise Tourelle. On l'a bien compris. Le monde a changé, le décor a changé. Il a perdu à un moment son vestiaire en fin de saison passée. Et ça va être difficile pour lui de retrouver le fil. Mais le secteur médical, tu sais très bien que, par exemple, il n'a aucun impact sur ce qui se passe à l'intérieur.
On peut lui reprocher sa préparation physique, mais en revanche, sur le secteur médical, il n'a aucun pouvoir. Ce club a été très longtemps, j'espère que ça va changer, très longtemps géré n'importe comment, y compris dans le secteur médical. Surtout dans le secteur médical. Tu te retrouves avec des kinés qui ont des salaires de joueurs de Ligue 1. Non mais... Eh oui, il faut le savoir. Ça, ils ont fait venir un ancien kiné, les Brésiliens, qu'ils connaissaient en Italie. C'est un truc de fou. Et tout se passe dans le secteur médical comme dans le secteur sportif. C'est la guéguerre partout. On va revenir du côté de Montpellier. Montpellier-Lyon 1-0 à la mi-temps. Il se passe quelque chose. Yoann Rioux, racontez-nous. 52e minute de jeu, les choses s'aggravent pour les Lyonnais qui sont menés au score 1-0. Et la carton rouge direct pour Koné, l'arrière latéral. C'est lui d'ailleurs qui avait fait la passe décisive tout à l'heure pour un Montpellierin. Et là, il y avait ils étaient tête contre tête avec Delors. Et il lui a asséné un coup de tête. Delors d'ailleurs vient de se relever. Et en tout cas, l'arbitre n'a pas hésité. Il n'a pas bronché. 52e minute de jeu. Et ça y est, on voit Koné, l'arrière latéral, qui a un peu protesté, mais qui sort le terrain la tête basse. Montpellier mène 1-0. Lyon se retrouve à 10 et franchement comme disait Sébastien tout à l'heure à la mi-temps, si franchement Lyon arrive à s'en sortir, à égaliser ou à l'emporter, ce serait un miracle parce que franchement ils sont ballottés, ils sont dominés et Koné qui n'avait pas été top en première mi-temps, là il a pété les plombs tête contre tête, il n'a pas à faire ça évidemment, on attend encore un ralenti mais même sans protester maintenant il rentre tranquillement au vestiaire. Discussion entre Silvinho et Lopez, il va falloir faire bouger les choses, qui va pouvoir rentrer côté lyonnais, on va revoir d'ailleurs, il y a un ralenti, ils sont tête contre tête et on le voit, tête contre tête de l'or, Koné de l'or et là on va voir qu'est-ce qui se passe et il fait quand même le geste, alors c'est pas un immense coup de tête mais il fait quand même le geste et là Delors qui s'effondre, il n'y a même pas eu besoin du VAR, 1-0, les Lyonnais sont menés 1-0 et se retrouvent à 10 contre 11. Se le faire, tiens. Merci Yoann Rioux, 1-0 donc, carton rouge pour Youssouf Koné. Ça va mal pour l'Olympique Lyonnais. Dans quelques minutes, reprise des débats. Nous aurons 2-3 petites choses avec Nice milliardaire. On pourra peut-être revenir sur Tuchel fragilisé. On n'a pas entendu notamment le jeune Giovanni Castaldi et puis son professeur, Grégory Schneider. A tout de suite. Professeur de qui? Le retour de l'équipe du soir en compagnie de Gilles Favard, de Philippe Sansfourche, de Grégory Schneider, du président Tarragone. Et quelle est cette nouvelle tête? Eh oui, c'est le petit dernier de l'équipe du soir, Giovanni Castaldi. Pour l'instant, le petit blond. Ça va, Joe? C'est sympa la musique. Ça va? Ouais, ça va bien. Ça va. C'est pas la chèvre? Ok. Ah non, pardon, je me trompe. C'est pas très sympa ça. Oui, mais je le prends avec le sourire. C'est la chèvre? Mais comment vous avez pu faire un truc pareil? C'est le grand blond, le petit blond avec une chaussure noire. Yoann Rioux est en notre compagnie dans le studio de la chaîne L'équipe. 1-0 pour Montpellier, exclusion de Youssouf Koné. Que s'est-il passé d'essentiel pendant la pause, là, pendant qu'on vous a quitté, mon cher Yoann? Il y a eu des actions, racontez-nous. Non, peut-être maintenant avec justement les Lyonnais, avec Traoré qui va peut-être rentrer dans la phase de réparation. Traoré à la lutte avec deux joueurs montpelliérains et Traoré qui va perdre le ballon. Bonne intervention de Kotsam et c'est récupéré par les Lyonnais. En tout cas, pas de remplacement côté Lyonnais, c'est-à-dire que voilà, il n'y a eu aucune entrée en jeu et donc Koné qui s'est fait expulser. On peut dire que c'est Thiago Mendes qui a pris le couloir gauche, qui maintenant est très très bas, quasiment en position de latéral gauche. Toujours Denayer et Andersen dans défense centrale. Il va y avoir peut-être une faute là, une faute sur Traoré, ouais, une faute sur Traoré, ça va être un bon coup franc pour les Lyonnais. On peut garder la main si vous voulez, Mémé. Peut-être on aura l'occasion de voir un but en direct et une faute sur Traoré. Effectivement, il va y avoir le coup franc qui va être joué dans quelques instants. Les Lyonnais sont en difficulté, on le rappelle. Hein. Pour ceux qui nous rejoignent, les Lyonnais sont menés 1-0, but extraordinaire. Un début de la saison de Souquet, une frappe incroyable, une pureté incroyable, environ à 30 mètres, une frappe incroyable. Ça a été donc 1-0 pour les Montpelliérains. Il y a eu un penalty également raté par les Montpelliérains. Le coup franc qui va être tiré par Depay ou Traoré maintenant. On est à 33 mètres du but. Attention, c'est une occasion pour les Lyonnais. Les Lyonnais vraiment sont en difficulté aujourd'hui. Les Lyonnais qui sont menés 1-0, qui se retrouvent à 10 contre 11 et qui en plus ont vu un penalty raté par les Montpelliérains. Ça y est, le coup franc qui va être enfin tiré. Traoré, peut-être le pied gauche de Traoré ou le pied droit de Depay. Depay a l'air motivé quand même. Attention, il y a eu, ça fait très longtemps que les Lyonnais n'ont pas eu d'occasion. Traoré, le pied gauche de Traoré au second poteau, peut-être d'occasion de Denayer. Et c'est non, ça va juste à côté. Un coup de tête il y avait du Denayer qui était là, qui a mis un coup de tête. Ça passe de très peu à côté. Franchement, 1-0 toujours. On revoit le ralenti. C'est bien Denayer qui prend le ballon au second poteau et ça passe vraiment juste à côté. Il y avait également du Dubois qui était monté. Toujours 1-0, mais en tout cas, quel match ce soir. Ok, merci beaucoup. Nice milliardaire, autre question, fil à Nice aujourd'hui, où s'est tenue une conférence de presse importante, capitale. Ineos rachète Nice, Ineos géant de la pétrochimie. Son propriétaire Jim Ratcliffe, première fortune du Royaume-Uni. Son frère Bob Ratcliffe était présent aujourd'hui en conférence de presse. Qu'est-ce qu'un Anglais vient faire dans notre championnat? Question, réponse. Nous pensons vraiment que la Ligue 1 est sous-évaluée. Elle est sous-évaluée quand on la compare à la Première Ligue, à la Bundesliga ou à la Liga espagnole.
Avoir des équipes comme le Paris Saint-Germain avec des joueurs d'un tel niveau est fantastique pour le championnat. Mais il y a aussi de super clubs à Lyon. Et je devrais peut-être faire attention en disant ça, mais Marseille, notre proche voisin, est aussi un grand club. Et il y a aussi les clubs du nord de la France. Ce sont des grands clubs avec une grande histoire. Nous les voyons tous comme des concurrents. Voilà, Bob Radcliffe, la Ligue 1 pour les nuls. Bon, Ineos, géant de la pétrochimie, Jim Radcliffe, la fortune, donc la première fortune du Royaume-Uni. Est-ce que c'est la preuve que la Ligue 1 est attractive? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un duel. Nouveau duel. C'est un bug au niveau du jungle, les amis. Alors attention, il sourit. C'est notre petit blond, c'est Giovanni Castaldi qui a répondu oui à cette question. La preuve que la Ligue 1 est attractive. Non, Philippe Sansfourche, la preuve que la Ligue 1 est attractive. Vous répondez non. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez un peu de stress d'affronter Giovanni ou pas? Non, c'est un plaisir. Ouais. Giovanni, vous avez 30 secondes. Hein. 30 secondes, soit vous les utilisez en entier, soit vous morcelez votre... Avec Philippe, 20 secondes peuvent suffire. Voilà. Qui veut commencer? Honneur au nouvel arrivant. Honneur c'est moche. à Giovanni, vous êtes sûr? Comme ça, il peut me répondre. Oui, vous pouvez, voilà. Ok, très bien. En fait, généralement, je lance le duel beaucoup plus rapidement, mais là, on me dit qu'il y a un bug. Donc, on était en train de faire un brin de causette. Excusez-moi, Mathieu. Comment? C'est bon. Voilà. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Giovanni, vous avez répondu oui, la preuve que la Ligue 1 est attractive. Oui, pourquoi? 30 secondes ou moins. Allons-y, Giovanni, on vous écoute attentivement. Alors je pense que la Ligue 1 est attractive, car on peut vite, avec peu de moyens, moins que dans les grands championnats, par exemple l'Angleterre, arriver vite en Ligue des Champions et donc valoriser des joueurs. Économiquement, ça peut être viable parce qu'on valorise des jeunes joueurs qu'on peut revendre très cher, donc on n'a pas besoin d'investir énormément d'argent. Avec la locomotive Paris Saint-Germain, je pense que ce championnat, effectivement, est sous-évalué dans son exposition. Il y a un nouveau contrat qui arrive, donc je pense qu'on est très dur avec la Ligue 1. Et à mon avis, avec des budgets comme ça, on peut faire quelque chose et aller vite en Ligue des Champions. Ok, 2 secondes, il vous reste 30 secondes. C'est à vous de commencer. Giovanni serait parfait à la com de Didier Quillot, mais moi j'ai regardé la Ligue 1 depuis le début du championnat. Je veux bien qu'on soit tout émoustillé parce que c'est la reprise, mais quand tu regardes Liverpool-Arsenal ce week-end, on est à des années-lumière. C'est pas la Ligue 1 qui est attractive, c'est tout simplement le fait que les conditions financières de la Ligue 1 ont changé et qu'à partir de l'année prochaine, c'est plus du tout les mêmes droits télé qui vont augmenter de 40%. Et un investisseur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sécuriser ses actifs. Donc il vient et il sait qu'il a ça comme rentrée. C'est la raison pour laquelle ils arrivent tous en même temps. C'est pas autre chose. Et parce qu'il n'y a plus de place dans les autres championnats. Donc il reste à Ligue 1, on va en Ligue 1. 60 centièmes de seconde, Giovanni, soyez concis. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire plus d'argent, plus de meilleurs joueurs. Merci beaucoup. Compte Twitter de l'équipe du soir, la preuve que la Ligue 1 est attractive, le rachat de Nice par la société, le géant de la pétrochimie, Ineos. Il a répondu oui, Giovanni, il a répondu non. Philippe, vous allez sur le compte Twitter, l'arbitrage du président Tarago. Je suis embêté parce qu'il ne parle pas de la même chose. Donc tout ce qui a été dit est brillant, comme souvent, mais il ne parle pas de la même chose. C'est vrai. J'essaie, on m'a dit, tu fais de la télé, Sébastien, il faut que tu apprennes les codes de la télévision. Voilà, sois plus. Donc maintenant, fais de la lèche. Sois plus. Et non mais Philippe parle de l'aspect sportif et là-dessus, je le rejoins. Je pense que la Ligue 1 n'est pas attractive du tout. J'ai vu beaucoup de matchs depuis la reprise. C'est terrible. Et alors, la meilleure exposition du championnat anglais fait beaucoup de mal à la Ligue 1 en ce sens. C'est-à-dire que depuis qu'on revoit beaucoup de matchs sur Canal+, pour ceux qui n'avaient pas la chaîne RMC, c'est terrible. Parce que le moindre match est beaucoup plus intéressant que celui de la Ligue 1. En revanche, ce que dit Giovanni est juste, puisque sur le plan économique, il y a des choses très intéressantes à faire aujourd'hui en Ligue 1, avec des clubs qui peuvent très vite, effectivement, grâce à la faiblesse sportive, aller en Ligue des Champions. Donc, je ne peux pas les départager. Et là, ce sera le match nul du président Roustan. Okay. Parce qu'ils ne répondent pas à la même question. Gilles Favard, 7 clubs français de Ligue 1, je précisais, ont désormais des propriétaires étrangers ou des actionnaires étrangers. Bordeaux, Monaco, Paris Saint-Germain, Lyon, avec 20% du capital chinois, Lille, Nice et l'OM. Que recherchent les investisseurs, Gilles? C'est ce qu'avait dit Giovanni? Non, mais c'est un mixte des deux. Moi, je sais qu'on est toujours très sévère sur le niveau de la Ligue 1 française et j'essaye toujours de la défendre.
Parce que des matchs étrangers, j'en vois, et j'en vois aussi des mauvais. Donc on parle toujours des bons. Effectivement, Arsenal, Liverpool-Arsenal, c'était un match d'un haut niveau pendant 1 heure, parce qu'après ils les ont mangés. Donc Arsenal, ça aurait été une équipe lambda. Mais je ne vais pas rentrer dans ce concert-là. Maintenant, les étrangers viennent en France, parce que c'est intéressant, il y a tout à faire en France. Oui. Les stades sont obsolètes. Il va bien falloir qu'on en fasse des stades. La première des choses que va faire Ineos, c'est de racheter le stade de Nice. Ils vont mettre 250 millions, vont racheter le stade, va leur appartenir. Quand l'outil de travail vous appartient, c'est quand même bien plus facile que ce qui est fait en France depuis 50 ans. C'est-à-dire que les municipalités veulent surtout pas que les stades leur échappent et tout, qui est une grosse bêtise. On a encore... Après, je ne parle même pas des préfets qui interdisent tous les déplacements et tout, qui est complètement ridicule. On est le seul pays en Europe à fonctionner de cette façon. Je ne rentre pas dans l'alcool. On en a parlé ces temps-ci. Oui, vous connaissez mon petit truc le retour des trucs. Ah, comment on boit de la bière? Il y a une ministre qui s'est aperçue qu'on buvait de la bière de la bière et du champagne dans les loges. Il faut peut-être qu'elle aille un peu plus souvent au stade. Et il faut absolument que les gens aillent au stade. Strasbourg est extraordinaire pour ça. Ça a apporté un peu de fraîcheur. Le stade est constamment plein, alors que c'est un vieux stade. La Méno, on le connaît. Donc il faut que les gens aillent au stade. Et je pense... rénové, Gilles. Comment ? Il va être grandement rénové dans les années. Oui, mais ce qui va leur faire du bien. C'est un vieux stade. Mais les gens vont au stade à Strasbourg. Les gens ne vont pas au stade. Et c'est une erreur de nous tous. Parce que là, je me mets dedans. On ne fait pas la promotion assez pour que les gens aillent au stade. Gilles, on s'est juste un petit peu écarté du débat. Mais je sais ce que tu vas répondre. Que la Ligue 1 est je te rejoins pas là-dessus. La preuve, c'est une ligue en développement. C'est une ligue où finalement on peut investir peu, ce que disait Giovanni, et ça peut rapporter gros. Tout à fait. Giovanni a structuré notre débat. On parle de développement pour parler des pays du tiers-monde. C'est-à-dire que quand vous dites c'est en développement, c'est que de fait, à l'instant T, pour l'instant, elle n'est pas attractive. Elle peut le devenir, effectivement. Mais en fait, elle est attractive pour les investisseurs, du coup. Non, mais où je te rejoins pas, attractive sur le plan économique, je te rejoins pas attractive sur le plan sportif. Où je te rejoins pas, pas tous en même temps, mes petits. Où je te rejoins pas, c'est qu'on a la meilleure formation. La preuve, ils viennent nous piller systématiquement tout le monde. C'est que donc on a un savoir-faire. Ce savoir-faire, on ne sait pas le garder après. C'est là où les dirigeants, parce que on fait le procès. Moi, je fais le procès des dirigeants. C'est là où les dirigeants sont pas bons. Les dirigeants doivent travailler dans ce sens-là, doivent être beaucoup plus performants entre eux. Mais les dirigeants passent leur temps à s'occuper si l'avare a signé un penalty ou un coup franc ou des conneries. Et le métier d'un dirigeant, c'est de faire progresser son sport. Et c'est pas ce qu'ils font. Je trouve que voilà. Alors je sais que je vais pas me faire des amis dans ce coup-là, mais je préfère leur dire quand même. Voilà ce que je pense. Hop, Montpellier-Lyon, Johan Rioux, toujours 1-0. Très bonne occasion pour les Lyonnais avec Thiago Mendes, une frappe pure et très bon sauvetage du gardien Rouli qui est bien intervenu. Et dans la foulée, quand même, Montpellier encore s'est procuré une occasion avec un corner de changement côté lyonnais. Tété a remplacé Touzard et Cornet a remplacé Traoré. Attention, le corner pour les Montpelliérains bien dégagé au premier poteau. 69e minute de jeu, toujours 1-0 pour Montpellier. On marque une nouvelle pour le plus grand plaisir de Grégory Schneider qui me dit mais la pub c'est quand? C'est maintenant. C'est un complot. Tout à l'heure. J'avais trouvé un truc. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de notre chauffeur de salle, notre chroniqueur à la soirée, c'est Grégory Schneider. Il est magnifique, on est content, surtout de ne pas être d'accord avec vous. Grégory, vous êtes la star de cette émission. Face à vous, Gilles Favard, Philippe Sanfonche, le président, c'est Sébastien Tarago, et le petit nouveau, c'est Giovanni Castaldi. Résultat du duel, justement, il y a eu un duel juste auparavant sur le rachat d'Ineos. Le petit blond vous met une... Une raclée raclée ou pas beaucoup de chaussures noires, ouais, voilà. Voilà, exactement. On sait pas. C'est en fourche. 63,5. T'as bien changé, hein. Voilà. Je suis très content. La Ligue 1 est attractive. Giovanni, vous commencez là? Je suis très content. J'avais pris un carton jaune un peu à juste, et puis là, je suis content de me rattraper sur le duel. Ah, tu te plains du carton jaune? Non, mais j'ai pas compris. Il se plaint du carton jaune. Il peut se plaindre. Non, il n'en a pas réclamé. J'ai même pas dit un mot. Non, ça sera dans la deuxième partie. Le carton rouge, on peut pas. Non, dans la deuxième partie. J'ai l'impression qu'on est tombé sur un mec qui s'emmerde nulle part. Ni chez lui, ni chez les autres. 170 millions d'euros pour Neymar. C'est la somme qui a filtré de la réunion entre le Paris Saint-Germain et le Barça aujourd'hui à Boulogne-Billancourt au sujet donc de l'acquisition du joueur brésilien. Et info Cadena Ser, confirmée par la Cadena Copé, reprise également par le Parisien. Et on va regarder juste quelques images comme ça sorties de la réunion. Alors là,
on a 17h. Umberto Paiava, le bras droit du super agent Pini Zahavi, qui sort. André Curie, qui est travaillé par le journaliste brésilien proche du clan Neymar et recruteur pour le FC Barcelone en Amérique du Sud, vous le voyez. Et puis, le super agent qui va débarquer en t-shirt, décontracté, c'est Pini Zahavi. Aucun commentaire ne sera fait, donc, malgré les questions de nos confrères de la chaîne brésilienne. Vous voyez ici Pini Zahavi en t-shirt. Il y a Javier Bordas. Oui. Qui s'est exprimé, vous êtes au courant ou pas? Non, pas du tout. Donc Javier Bordas qui est important au FC. Javier Bordas, c'est le responsable du comité directeur. Voilà. Et lui, il a dit qu'aucun accord n'avait été trouvé, mais qu'il y avait eu des avancées et qu'ils étaient plus proches d'un accord. Leonardo a quitté les locaux vers 19h. Donc le Barça offre 170 millions d'euros. Paris doit-il vendre son Brésilien, langage liaison, Neymar? Il a répondu oui. C'est Grégory Schneider. Grégory, vous avez 1 minute pour convaincre. On va vous écouter. On va vous écouter. 1 minute pour convaincre. Vous avez répondu oui. Attention. À 170, hein? Ouais. Grégory, on va changer juste un peu d'atmosphère. J'ai l'impression. Regardez, nous allons vivre un grand moment de télé avec notre ami Grégory. Grégory, on y va. Alors, Neymar, comment voulez-vous mettre un prix sur Neymar? C'est un joueur unique, donc une pièce unique. Dire la Joconde est inestimable, Neymar inestimable. Moi, je ne sais pas mettre un prix sur Neymar, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Mais il y a un exercice intéressant qui consisterait à prendre comme base de prix les 222 millions de la clause il y a 2 ans, que le PSG a payé pour le sortir du Barça. Donc, en admettant que Neymar évalue à ce moment-là 222 millions, il ne me semble pas extravagant de le coter aujourd'hui autour de 170. Parce que je crois qu'il n'est plus tout à fait aussi bankable qu'à l'époque. Enfin, je ne le crois pas, j'en suis à peu près sûr. C'est un joueur qui a subi 2 fois la même blessure. Son image s'est dégradée et on sait que dans le package Neymar, l'image vaut quand même quelque chose. Elle est moins bonne. Il a quand même volé d'échec sportif en échec sportif entre la Coupe du Monde du Brésil, les 2 éliminations de suite en 8e de finale. Même s'il était blessé, je ne lui mettrai pas ça sur le dos, mais en tout cas, il n'a pas été là dans les derniers tours. Donc ces 170 me semble une sortie honorable pour Neymar, pour le PSG et même pour le Barça. Ça me semble pas tout à fait extravagant. Et encore, il n'était pas prêt. Grégory Schneider, 1 minute pour convaincre. Vous êtes-il convaincu? 170 millions pour Neymar. Paris doit-il le vendre? Il a répondu oui. Tour de plateau en compagnie de nos chroniqueurs. Grégory Schneider, vous a-t-il convaincu? Habillage à l'américaine. Et on y va à présent. Giovanni, répondez-moi juste oui ou non. Greg, vous a-t-il convaincu? Franchement, oui. Franchement, oui. Gilles? Non. Non. Philippe? Non. Non plus. Président Tarago? Ah non. Ah non. Ah non. Non, Hop, le petit chapelle est non. On va reprendre le tour du chapelle. Gilles, sur le fond, on n'est pas loin. Gilles, vous n'avez pas été convaincu? Ben non, puisqu'il nous dit que d'entrée, il n'a pas de prix, et après il nous dit c'est le bon prix. J'ai été regardé sur le Bon Coin, c'était pas le bon prix. Donc, non, là je vais être sérieux. Non mais c'est ce qu'il nous a dit. Oui. Grégory. Mais il faut bien trouver un prix. Il nous a dit c'est comme la Joconde, ça n'a pas de prix. Voilà, et après 170 millions, c'est le prix. Sous-entendu, il faut bien. Si on fait un deal, il faut bien trouver un prix. J'ai une vue complètement différente. 222 millions, c'était cadeau. Ils se sont plantés, la preuve. Ils prennent Griezmann qui a 30 ans, c'est 800 millions la clause. Donc il avait 24 ans ou 25 quand il est arrivé, 24 plutôt. On va le descendre. On va essayer. Donc ils l'ont payé 222. Donc 170 millions, il se couche. Si le Paris Saint-Germain le lâche à 170 millions, c'est qu'il se couche. Voilà, je te le dis comme je le pense. D'accord. Je peux avoir tort. Mais moi, voilà ce que je pense. Okay. Il se couche. Et si tu perds Neymar, je peux te dire, ton attractivité, on parlait de l'attractivité de la Ligue 1, tu vas prendre un sacré coup dans les narines. Crois-moi, tu vas prendre un coup. Parce que c'est pas si dit balade. Mais si, ça fait partie de la politique du Paris Saint-Germain. Gilles, voilà. Gilles, non, pas convaincu. Non, pourquoi? Parce que je trouve que Greg, dans ses arguments, a oublié une chose capitale, c'est que depuis 2 ans, les prix se sont envolés. C'est le correct. Puisque n'importe quel joueur vaut 100 millions. Non, Non, mais oui, mais Félix, il a combien de matchs de Ligue des Champions? Il a rien, il a fait 6 mois au niveau. Ça coûte 120 millions. Mais à cause de l'âge. Mais 120 millions. Et la clause le gars n'a libératoire. rien fait. N'a rien fait. Coutinho, Non, mais c'est un vrai correctif. Dembélé, c'était allez, 150, c'est 150. Autour de 150. Non, mais il y avait plein de bonus, mais bon, autour de 150. Donc, ce n'est plus le même décor qu'il y a 2 ans. Moi, c'est juste là-dessus que je trouve. Non, mais que ça s'entend parfaitement. Non, Giovanni, vous étiez convaincu. Philippe n'a pas convaincu. Moi, je regarde la façon dont est formulée la question. Paris doit-il vendre Neymar? En gros, est-ce que Paris a un intérêt à vendre à 170? Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Mais justement, vous avez l'absus révélateur, c'est que le PSG, n'oublions pas, ils ne sont pas vendeurs. Ils ne sont pas vendeurs. C'est simplement qu'ils ont mis un coup de pression
à Neymar et que, pour justifier ce coup de pression, ils ont estimé qu'ils pouvaient éventuellement le lâcher à un prix où il ne serait pas perdant. Je peux vous couper. Et c'est pas 170. Vous dites à la perdant. fois qu'ils ne sont pas vendeurs, mais aujourd'hui, les images le prouvent, de nos confrères brésiliens, ils ont bien reçu les dirigeants du FC Barcelone. Voilà, on est à moins d'une semaine de la fin du mercato. Ils sont vendeurs, Philippe. Ils ouvrent un peu la porte. Je sais que vous voulez vous persuader de ça depuis toujours. Mais... Philippe, ils ouvrent un peu la porte. Non, bien sûr, s'ils ne sont pas vendeurs, on ne reçoit pas les gens du FC Barcelone, on ne reçoit pas le super agent. Mais si tu n'es pas vendeur, tu discutes pas. C'est terminé. Tu dis à Neymar, t'es gentil, mon gars. Allez, tes états d'âme, c'est fini. Mais si tu veux vendre, tu veux pas vendre à n'importe quel prix, mais ça c'est normal. Ouais. Si tu as une bagnole qui vaut 50 000, tu vas pas la vendre 10 000. C'est normal. Ils sont rentrés dans le cinéma parce que c'était une façon de mettre la pression à Neymar. C'était une façon aussi de ne pas se mettre en porte-à-faux avec l'ensemble des clubs qui étaient demandeurs. C'est leur en porte-à-faux avec le FC Barcelone. C'est la guerre depuis 2 ans. Puis ça leur a mis le bordel quand même, Philippe. Pourquoi ils auraient instrumentalisé ça, ça les a comme déstabilisés. Il faut revenir à la base. Je termine là-dessus. Non, mais c'est une discussion de fond et je n'ai pas du même avis que Sébastien. Parce que quand vous dites, ou même qu'Olivier, puisqu'Olivier dit, ils veulent vendre, ils ont reçu les gens. Bah oui, tu reçois les gens. Quand tu reçois les gens. Oui. Mais le prix a été fixé. Dans le foot, si tu veux pas vendre. Le prix a été fixé. Ouais. Neymar a dit, je veux partir. Ouais. Je veux partir. Ouais. Tu ramènes 300 millions. Ouais. Donc, les discussions se font après. Je les connais, les discussions. Pini Zaïvi, le grand agent, là, j'ai entendu sur les plateaux, machin, il leur a fait quoi, les poiriers, les pieds au mur, pour qu'ils disent oui à 170 millions. Il est venu, il fait son métier, l'autre fait son métier. Mais qui est venu du Barça? Explique-moi. Abidal, il était là aujourd'hui? Non. Le vice-président, il était là? Bartomeu, il était là? Non, mais d'accord, ils étaient là? Non. Tu avais 3 mecs qui représentaient alors il avait besoin de son adjoint. Non, ben non. Donc tu avais Pini Zaïvi, son adjoint et un journaliste brésilien. Tu rigoles ou quoi? Il y avait qui? Un membre de quoi? Un membre de qui? Mais du FC Barcelone. Non, mais on va pas se disputer. C'est l'équivalent de Leonardo. Écoute-moi, on va pas se disputer. Non, c'est pas l'équivalent de de Leonardo. Non, c'est gentil. Non, mais où tu veux parler sérieusement? Moi, je veux déconner. Maintenant, je veux me mettre à déconner. Alors maintenant, depuis le début, je te dis que le Paris Saint-Germain, je suis d'accord avec Philippe, ils ne veulent pas vendre. L'autre, il a dit, je veux vendre. Il leur a dit, ramène 300 millions. Parce que quand tu vends Neymar, tu ne vends pas un paquet de cacahuètes. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Que Neymar veuille partir, ok. Gilles, mais là, ils ne vont pas se faire dépouiller. Gilles, je me permets juste de vous poser une question. Gilles, je me permets de si le gars n'est pas vendeur, moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? T'as un vestiaire, Olivier. Il y a un vestiaire. À Neymar, tu lui rentres pas dans la gueule et tu lui dis pas va te faire foutre. Et personne va venir. Okay. Donc il fait de la politique, Leonardo. Et Leonardo fait très bien de la politique. Alors qui va gagner ce bras de fer? J'en sais rien. Demain, ça se trouve, il sera vendu. Mais non, ils ne sont pas vendeurs, t'as dit. Non, mais moi, j'ai toujours dit qu'ils n'étaient pas vendeurs et qu'ils ne partiraient pas. Moi, je reste sur mes trucs. Puisque sur le plateau, pendant 2 mois et demi, j'ai entendu « Ah non, il fait un bras de fer, il va partir, ils vont lâcher. » Mais c'est pas le problème. Donc s'il part, je dirais que j'ai eu tort. Non, mais... Puisque tout le monde aura raison, tu auras dit « Tu peux pas dire ça. » Mais on est à 6 jours de la fin. Alors que la grande majorité des gens est sur ta position. Non, si, tu as tort. La grande majorité des gens est sur ta position et pense que Paris ne vendra pas Neymar. Moi, je pense, et j'aurais peut-être tort, en plus tu le sais très bien puisqu'on se taquine là-dessus, même en dehors des plateaux, je pense que dans l'histoire du foot, quand un joueur veut partir à ce point-là, tu m'as donné le contre-exemple Pogba, tu as raison, c'est la première fois que je vois ça en 20 ans dans le foot. Mais quand le joueur veut partir, il y a 99% de chances qu'il parte. Surtout quand tu es Neymar. Surtout quand tu as cette attitude. Parce que s'il reste, ce sera compliqué pour le Paris Saint-Germain. Giovanni, vous étiez convaincu, mais alors non. Oui, non, j'étais juste convaincu sur la décote de Neymar parce que je trouve que Grégory a bien résumé les blessures, etc. Mais pour aller dans le sens de Gilles concernant le départ de Neymar. Vous avez notre casque bleu ce soir. Vous tentez de réconcilier, c'est bien. Non, c'est pas ça. Bon, c'est juste que le Paris Saint-Germain, en n'accueillant pas le FC Barcelone, disent quoi à Neymar? On n'a pas parlé, on n'a rien dit. Là, ils pourront lui dire nous, on avait fixé un prix, on a parlé avec le Barça, mais maintenant, c'est pas le bon prix. Donc, on va pas te laisser partir. Tu as 3 ans de contrat. Parce
Parce que là, on parle du contrat au PSG, mais il y a tous les contrats avec le Qatar, le sponsoring de 2022. Ils lui ont donné de l'argent, le Paris Saint-Germain à Neymar. Donc il y a un moment, ce garçon-là, moi je veux bien qu'il ait envie de partir parce qu'il se blesse, parce qu'il se sent mal à Paris, etc. Mais il a un gros contrat et personne ne l'a forcé à venir au Paris Saint-Germain. C'est Nasser Al-Khelaifi qui l'a dit. Comment dire, il faut pas encore une fois, c'est un autre débat. Non mais il faut pas Mais évidemment, mais Paris vendra 300 millions. Non mais c'est pas tout à fait un autre débat. C'est pas tout à fait un autre débat parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on est sur des positions opposées de principe. Moi, je reste persuadé qu'un mec avec son influence, c'est l'un des plus grands influenceurs de la planète, Neymar. C'est l'incarnation mondiale du foot. Je reste persuadé qu'il fera ce qu'il veut. Mais il a perdu la valeur. Là, j'ai un désaccord avec toi là-dessus. J'ai un désaccord. Qu'il ait envie de partir, j'ai un désaccord. Qu'il fasse ce qu'il veut, non. Voilà. Il a un contrat. Surtout avec les blessures. J'ai un désaccord technique. Non mais on a la réponse dans 6 jours. On a la réponse dans 6 jours. Ah non mais alors ça de toute manière. Non mais après, parce que tout le monde pourra retomber sur ses pattes. Parce que moi, il y a une chose que je veux comprendre. C'est un type qui gagne plus de 30 millions par an net d'impôts. Largement plus. Donc il coûte, allez, on va dire qu'il coûte 9 millions d'euros par mois. Au PSG. Si tu fais des comptes, le 30 juin, 170 millions, Barcelone, tu les trouves. Hein. Donc déjà, tu économises juillet et août. Les salaires, parce qu'il faut les payer là. Hein. Le mec, il est là, hein, juillet, août. Hein. Ça leur a coûté 20 patates. Hein. Tous les deals se font dans les derniers jours. C'est toujours comme ça, parce que tu as joué au poker menteur. Non, Neymar, quand il est venu, il n'est pas venu les derniers jours. Il est venu, on le savait un mois avant. Il est arrivé. Quand il est arrivé, ils ont préparé le coup. Il est arrivé. Mais tu n'avais pas de négo. Tu avais les 200 Je t'explique. Dans les clubs, tout compte. Quand vous dites Neymar, quand on négocie les contrats, tout compte. Et quand tu dépenses 10 millions par mois pour un type, ça compte. Donc au mois de juin, si tu crois qu'il va partir, tu t'en débarrasses tout de suite. Tu as déjà gagné 20 millions. Gilles Philippe. L'argument de dire si Neymar reste, ça va être une catastrophe. Mais Neymar, c'est une girouette, c'est un gamin de 12 ans. Neymar, quand le PSG a été... Mais arrêtez. Mais faut pas lui manquer de respect à ce point-là. Non, c'est pas un gosse. J'ai rien contre les gamins de 12 ans. Mais parce que à quel point c'est péjoratif. Tu vas voir les tiens quand C'est un gamin de 12 ans, c'est-à-dire c'est un gamin de 12 ans. Les tiens. Tu vas Ce que je veux dire, c'est que ça s'est arrêté à l'âge de 12 ans au niveau de la volonté et la capacité à réfréner ses envies. C'est-à-dire qu'il demande, il a une sucette, il en demande 2, et comme il l'a toujours obtenu, il continuera d'en demander 3 ou 4. Le truc avec Neymar, c'est que, je rappelle quand même une anecdote, quand le PSG est éliminé les 2 années consécutives au stade des 8e de finale, les 2 fois Neymar, il va voir, comme dans la cour d'école, il va voir son petit copain Kylian Mbappé et lui dit « Tu fais quoi toi? Tu restes? Tu pars machin ?» Et Mbappé lui dit « Attends, on s'est planté, on a une équipe pour essayer de gagner la Ligue des Champions, donc on va rester, puis on va essayer de la gagner l'année prochaine. » Et en 5 minutes, l'autre il est retourné, il dit « Ouais, t'as raison en fait. » Mais si, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a son entourage qui fait changer la vie. Mais Neymar, il y a 6 mois, avant qu'il se blesse, il était super bien à Paris. Avec le clan Neymar. Non, on a retourné l'histoire. On a retourné l'histoire. C'est parce que le PSG lui a mis la pression qu'il a dit « Je veux plus rester ». Non mais par ailleurs, par rapport à ce qu'il dit, c'est une vision très parcellaire à mon avis. Tu sais, quand il se passe un truc entre 2 personnes, en général, quand les 2 personnes la racontent, c'est jamais la même histoire. Par rapport à ce qu'il dit, mot de la fin et après s'il vous plaît. Indépendamment de ce qu'on peut penser de Neymar, de ceci, de cela, de son attitude, machin, il a créé les conditions à ce qu'au moindre coup dur, admettons qu'il reste, au moindre coup dur, tous les dossiers ressortent. C'est-à-dire que nous, on le regarde sortir du terrain, on dit, ah, tiens, là, il n'a pas serré la main de Leonardo, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Alors effectivement, il peut se remettre au boulot, il peut jouer, il peut marquer. Mais à un moment donné, ça va être dur parce que le sport, c'est toujours dur. Et là, tout ressortira. Ce que je veux dire, c'est que c'est toxique, intrinsèquement. Et même quand il fait rien, c'est toxique. Mais bien sûr. Grégory Schneider vous a-t-il convaincu? On en parlera évidemment de cette actualité Neymar dans la deuxième partie. Mais pour le hop, on met le bouton sur pause, la case Neymar. Grégory Schneider convaincu? Non. Oui. À 75%. Greg, le doublé, c'était... Non, fallait pas vous appeler, fallait pas vous inviter ce soir. Information express à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelle rubrique dans l'équipe du soir. Alors, j'ai quelques faits d'actualité à vous énoncer. Voilà. Et vous allez me dire si ce sont des informations importantes ou secondaires. Première info, tiens, cette nuit à l'US Open, Federer a perdu un 1-7 contre l'Indien Sumit Nagal. Donc victoire en 4-7, mais le premier set perdu 4-6. Info importante, notable ou secondaire? Secondaire. Secondaire. Capital. On passe. Capital? Non. Développe. Des plats d'émission, voilà ce qu'on a entendu hier au Roux-de-Roux après la défaite de Guingamp contre Valenciennes. On va voir Bertrand Desplat arriver comme un boulet de canon dans les vestiaires, enfin en tout cas quitter les tribunes. Un but sur penalty de Malek Chergui à la 37e minute. Au classement, Guingamp est 15e. Info importante ou secondaire? Démission, c'est pas homophobe. Non. Bon,
Important. Ah, voilà, importante pour vous? Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Alors dites-nous pourquoi. Pourquoi c'est. C'est un club qui quelque part un peu. C'est un club qui, depuis 2 ans, a des soucis internes, dont Desplats est au centre des problèmes. Interne, ça veut dire? Bah, interne à Guingamp. Vous savez comment est géré Guingamp? C'est plein de petits actionnaires qui sont là. Il est élu par ses actionnaires. Vous savez qu'il y a une forte politique qui vient du président de la fédération. Noël Le Graët? On peut pas dire ça. Non, mais si, on va le dire. Et qui s'est toujours très bien occupé de son club et qui, jusqu'à présent, je pense qu'il n'est pas très content des 2 dernières années. D'accord. Donc, il y a des gens qui, autour du club, seraient pas contre un départ de Desplats. D'accord, ok. Et troisième info, Jürgen Klopp songe à prendre une année sabbatique. Je pense qu'après autant d'années au plus haut niveau, il a juste eu 4 mois d'inactivité depuis 2001. Une saison de repos sera la bienvenue. C'est une confession de Jürgen Klopp dans le bi-hebdomadaire allemand Kicker. Importante, secondaire. Secondaire, 2022 son contrat. Ouais, Donc on a le temps d'y penser. Il aura le temps de changer d'avis. Voilà, Exactement. exactement. Neymar sera revenu au PSG. Pour 458 millions. Quatrième info, Paul Gabriag va savoir, ou voulait savoir, il sait, le deuxième ligne du 15 de France était suspendu 6 semaines. Il a fait aujourd'hui appel de sa décision. Eh bien, des 6 semaines, il n'a désormais plus que 3 semaines. C'est très important. Ça, c'est très important. Oui, Pourquoi, Greg? c'est important parce que c'est un mec, il va pouvoir. C'est la différence entre un type qui joue la Coupe du Monde et un type qui la joue pas. Exactement. Donc, puisque du coup, il a 2 matchs en plus dans le. Surtout que c'est pas n'importe quel match, c'est 2 matchs puisque je reste, c'est un petit peu technique, mais les gros ont arrêté d'être favorisés parce que les petits se jouaient tous les 4 jours avec leur équipe B, c'était un massacre. Là, le calendrier est équitable. Donc, vous jouez les Tonga et les États-Unis, a priori, ça peut passer, mais. Sur 4 jours, vous avez besoin de tout le monde, vous avez quand même un peu besoin de ça. Donc ils auront besoin de tous leurs joueurs. Donc c'est important, mais il peut pas jouer le premier match contre l'Argentine? Non. A priori, je pense que contre non, mais il reste 4 matchs après. Mais c'est l'Argentine le plus important. Non, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ceux qui pensent que c'est Argentine puis Angleterre et on en prend 2 sur 3 contre les Tonga, tu peux perdre. C'est l'Argentine. Si on perd contre l'Argentine. Alors l'Argentine reste sur. L'Argentine Pour reste la France, la Coupe du Monde commence en demi. Vous avez jamais vu les Français perdre contre les Tonga en phase finale de Coupe du Monde, vous, par exemple? Si. Bah voilà. Et ben ils sont dans le groupe. Donc c'est des choses qui arrivent. Le sport il Ça parle. va mieux depuis quand même, non? Et depuis, ça va bien mieux pour l'équipe de France. Non, on ne peut pas réécrire les choses aussi simplement. Le Japon bat les Springboks lors du dernier mondial. Ok. Dwight Howard, c'est du basket, c'est de la NBA. Signe aux Los Angeles Lakers. Info importante ou secondaire, les gars? Important. Important, ouais. Important, Giovanni? Ouais, mais c'est important parce qu'ils avaient pris Cousins pour reformer l'intérieur avec de la Nouvelle-Orléans avec Anthony Davis. Cousins s'est pété alors qu'il s'était bien remis en forme. Dwight Howard, ça fait 4-5 ans que c'est quand même plus un joueur de basket de haut niveau. Donc ça va être compliqué. Ils vont devoir trouver une entente avec Kuzma, Davis, LeBron James. C'est Javal McGee qui va débuter. Donc oui, c'est compliqué, surtout que la concurrence à l'Ouest, on sait, c'est énorme. Il y a Kawhi, Paul George qui sont arrivés aux Clippers. Donc déjà rien que pour régner sur Los Angeles, un recrutement comme Dwight Howard, ça interpelle. Et puis il avait eu des gros problèmes sur son premier passage à Los Angeles. Ça s'était très très mal passé. C'est le début de la fin pour lui. Ouais. Non, moi je suis plutôt plus bas du casque. Tu vois. Mais j'ai lu qu'ils avaient hésité avec Joachim Noah. Ouais. Et que pour moi ça devient une information importante parce que j'aurais adoré voir Joachim Noah ou Los Angeles Lakers. Ok. Avec LeBron, ça aurait été très intéressant. L'Inter en démonstration hier soir contre Lecce, le score 4-0. Donc l'Inter, c'était la première journée, devient le premier leader de la Serie A avec plein de buts, des beaux buts, Lukaku et tout ça. Information importante ou secondaire, les gars? Secondaire. Secondaire. Ouais, mais c'était intéressant. Ah oui, mais Lecce va faire le c'est une forcing information pour Choupo. intéressante. c'est intéressant. Non, mais d'ici à faire la peau de la Non, Juventus c'est en fin de important parce saison. qu'on a vu des beaux buts. Oui, voilà. C'était magnifique. Kandreva, Brozovic, c'était Castaldi, c'est bien de. non, l'Italie. Corse. Ah, c'est Corse. Oui. Donc on s'arrête là. On s'arrête là. D'accord. Ok, très bien. Corse, c'est très bien. Grégory, vous avez juste parlé sous Giovanni, mais en tout cas, vous disiez, il n'y aura encore pas de suspense, ce sera la Juve qui sera championne. C'est un peu comme le championnat de France, c'est toujours. Non, même pire, puisque c'est toujours le même qui a, ça fait quoi, 7 ans, 8 ans? Donc d'ici à faire la peau de la Juventus de Turin en fin de saison, c'est quand même pas la même. Mais le championnat italien devient plus intéressant et se restructure. Et pas aussi attractif que la Ligue 1, quand même. Stop à l'homophobie, faut-il quitter le stade? Je crois que j'ai parlé, personne ne m'a écouté. Stop à l'homophobie, Faut-il quitter le stade quand on entend, pardonnez-moi, un chant homophobe? Information ou plutôt invité ce matin sur France Info, Marlène Schiappa, secrétaire d'État de la lutte contre les discriminations, répond oui à cette question. Si la preuve, regardez ce document. Quand vous entendez des insultes comme ça dans un stade, quand vous y assistez, vous faites quoi?
C'est une très bonne question et je me suis posé la question. Vous partez ou pas? Alors, c'est à non. Marseille. Bon. Vous supportez l'OM. Moi, je suis supporter de l'OM, mais j'étais aussi à Ajaccio et je suis allée au stade à Ajaccio. Il n'y avait aucune insulte d'ailleurs. Et à Marseille, vous n'avez pas entendu d'insulte? Alors, je suis en train de réfléchir pour vous répondre honnêtement. Ce serait mieux, oui. si vous voulez bien. Non, honnêtement, dans les derniers matchs, il ne me semble pas, mais à un moment, il y a eu un chant pour lequel je me suis posé la question, et j'étais avec la ministre des Sports d'ailleurs, on a échangé, le chant s'est arrêté, et nous sommes restés, mais vous avez raison, la prochaine fois, je quitterai le stade quand il y aura des chants homophobes. On va juste mettre sur pause vos réponses. Faut-il quitter le stade quand on entend, en tant que spectateur, quand on entend des chants ou des paroles homophobes? On va aller voir Yohan Rioux, puisque Montpellier-Lyon s'est terminé, donc première défaite de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Vous ne nous avez pas dérangé là, pendant cette deuxième partie parce de l'émission, hein? C'est vrai, après l'expulsion donc, de Koné à la 52e minute de jeu, une seule occasion pour les Lyonnais, avec Denayer sur une tête juste à côté, et sinon Montpellier a poussé, Montpellier a eu des occasions, Delors a tout tenté. Je ne sais pas combien de frappes il a fait aujourd'hui, même en fin de match, il a encore eu une occasion énorme, mais il a vendangé. Mais les Lyonnais ont été en énorme difficulté en deuxième mi-temps, ils ne se sont pas créés d'occasion. Moussa Dembélé a été totalement fantomatique, il n'a pas été trouvé, il n'y a pas eu d'occasion. Franchement, piètre prestation de la part des Lyonnais, parce qu'il y avait une vraie opposition en face. Les Montpelliérains ont fait un match épatant, ont poussé, et en plus Delors a raté un pénalty. Franchement, soirée très très délicate pour les Lyonnais. Donc c'est la soirée des première victoire de Montpellier de la saison, première défaite de l'Olympique Lyonnais. Cette défaite fait le bonheur du Stade Rennais qui se retrouve leader après 3 journées. Stop à l'homophobie, donc faut-il quitter le stade quand on entend un chant homophobe? Elle l'a répondu ce matin, vous avez vu ce document il y a quelques minutes de France Info. Marlène Schiappa, donc secrétaire d'État à la lutte contre les discriminations, répond oui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec notre secrétaire d'État? Je ne pense pas, parce que c'est encore donner du pouvoir à ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on va s'en amuser dans les stades, c'est-à-dire qu'on va chanter des propos homophobes pour arrêter les rencontres, pour faire quitter Marlène Schiappa de sa tribune. Ce qui serait dramatique, ce qui serait vraiment un truc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je ne m'en remettrai pas, personnellement. Évidemment, c'est facile de dire ça, j'ai pas la solution pour révolutionner l'arrêt des chants homophobes dans les tribunes, mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que donner du pouvoir à ces personnes-là, c'est le bon procédé. Et je pense aussi que cette frontière-là sur les propos homophobes, pour l'instant, elle est encore un peu compliquée, parce que quand il y a les insultes, je vais pas la dire là, mais quand la Ligue, voilà. Encule, non, monsieur, c'est une citation. Bon, voilà. C'est pas nous. Non, mais vous l'avez dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver ça homophobe et on peut pas leur empêcher de penser ça, mais il y a d'autres gens qui vont estimer que ce n'est pas homophobe. Donc c'est extrêmement compliqué, et la Ligue, en demandant des arrêtés suite à ces propos-là, a ouvert quelque chose de compliqué. Ça va être dur à gérer. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la proposition de Marlène Schiappa, comment lutter contre l'homophobie? Oui, le débat, il est là. Quitter le stade comme ça. Le débat, il est là, parce que je pense qu'on ne tiendra pas longtemps sur le côté, pour les habitués du foot, c'est du folklore. Non, ça, on a passé ce débat-là. Après, que ce soit homophobe ou pas, il y a un débat sémantique. On peut penser que oui, que non. Le fait est que c'est injurieux et que ça n'a pas sa place dans un stade de foot. Après, alors là, on s'en sort plus. Au-delà, après le problème, c'est que sur le plan politique, ça devient, on instrumentalise le truc et on fait du buzz très rapidement, on prend le foot en otage, et puis en plus, on a la solution classique, c'est de dire, de toute façon, c'est un événement organisé par un club privé qui a la responsabilité de ce qui se passe sur l'événement, et donc on va sanctionner les clubs, on va leur mettre des amendes. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. On voit bien depuis 10 jours, de toute façon... les mecs ont pris le parti d'être dans la provocation et d'en faire 2 fois plus. Donc on sait très bien qu'il faut passer par de l'éducation, il faut passer par du travail au quotidien, il faut parler avec les mecs. Quand vous parlez avec un garçon comme Yohan Lemaire, qui est un des fers de lance de la lutte contre l'homophobie dans le football, il vous dit, moi je discute avec les ultras, les supporters, il n'y en a pas un qui est homophobe. Quand tu discutes avec eux 1 heure après être sorti du stade, ils disent, oui effectivement, si mon gamin il dit PD dans la rue, je lui dis ça va pas, et puis moi je l'ai dit dans le stade, je le dirai plus. On est là-dedans. Donc on est en train de donner un écho à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et au final, on prend des... Non, mais encore une fois, je te vois tiquer. Je vais parler, je te laisse finir. En préambule, je l'ai dit. Il ne faut plus qu'on entende ça dans les stades. Mais quelle est la solution la plus efficace? Certainement pas d'arrêter les matchs. Philippe, arrêter ces chants, c'est une lutte contre l'homophobie ou juste la grossièreté? C'est ça, en fait. Mais par contre, je trouve que, Philippe, tu sous-estimes comme l'importance de voir Marlène Schiappa quitter un stade. Je veux dire, moi, à titre personnel, je t'interromps une seconde. C'est quelque chose Chirac sur la Marseillaise. Les gens qui quittent les stades, c'est ceux qui payent leur place. Elle a payé quand elle? Par ailleurs, non, mais moi, je veux pas... C'est la bonne question, c'est quand c'est qu'elle a payé une place pour aller au stade?
j'aimerais plutôt quitter cette vallée de larmes plutôt que de voir un jour Marlène Schiappa quitter un stade, parce que là, je m'en remettrais pas. Son rapport au football serait profondément ébranlé. Sébastien, vous voulez répondre peut-être à Philippe un moment? Oui, mais du coup, on est parti sur autre chose. Mais non, déjà, ce serait bien de même pas citer cette dame. À chaque fois qu'il y a un débat, notamment sur le sport, elle est là, ça c'est sûr. Elle instrumentalise. Elle ruine un peu les causes nobles, quand même. Mais en tout cas, sur le plateau télé, elle est présente. Et je crois qu'elle n'était pas à Guingamp, Metz samedi. C'est dommage, parce qu'elle avait adoré la Coupe du Monde féminine. Mais elle n'avait pas pu se déplacer à Guingamp samedi. Mais après, en revanche, moi je trouve ça intéressant que le débat existe, en fait. Parce que ça a un bon côté. Et ça aura une influence positive sur les gamins. Parce que ça existe, on en parle, et du coup, ça permet de parler de ces facilités de langage qu'on a sans doute tous eu une fois dans notre vie. Oui. Et qui, c'est vrai, sont un peu stupides et qui peuvent blesser. Et du coup, je trouve ça très intéressant que le débat existe. Parce que même si c'est pas homophobe, et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas homophobe en fait. Ça peut être juste considéré idiot, comme tel. mais c'est idiot. Et ben, ça aura un impact positif sur les enfants. Et les enfants les adultes de demain ne le diront sans doute plus ou moins. Je reprends la main. Première défaite de l'Olympique lyonnais ce soir, une défaite 1-0 à Montpellier. Mais on va juste revenir par la case pronostic. Ça s'appelle le replay. À la mi-temps, j'avais interrogé tous les chroniqueurs en disant bon, 1-0 à la mi-temps pour Montpellier, mais quel est le score final? Tout de suite, le replay. Maintenant. Score final de ce Montpellier Olympique Lyonnais, Giovanni Castaldi. 2-1 OL. Ok. Grégory Schneider. 2-0 Montpellier. Ok. Gilles Favard. Un partout. Pour l'instant, c'est voilà, on a un peu la synthèse. Attention Philippe Sansfourche. Ah, je copie, un partout. Allez, 2-1 Montpellier. Merci président Tarago. Voilà, 1-0 donc, le score à la mi-temps était le score final. On va regarder quelques extraits, quelques images du match à la 35e minute. Wow. Une faute d'Andersen sur Laborde, pénalty sifflé par Mickaël Lesage, un pénalty raté de Delors. 42e minute, le corner est signé Mollet, tête de Kozza. Koné dégage de la tête dans l'axe et Souquet passe par là. But magnifique à la 42e minute, Montpellier vire en tête. Ça fait plaisir que ce soit lui. Un match marqué par l'expulsion de l'homme qui a relancé dans l'axe. C'est Koné avec une tête contre tête à droite de l'écran face à Andy Delors. Carton rouge direct pour Youssouf Koné. Il a commenté le match pour vous sur la chaîne L'Équipe, c'est Yohan Rioux. Yohan, la victoire de Montpellier est-elle logique? Impression générale, mon cher Yohan? Mais complètement, absolument complètement, et surtout pour les Lyonnais, à 11 contre 11, que ce soit à 11 contre 11 ou alors en infériorité numérique, je trouve qu'il y a un manque de grinta, aujourd'hui en tout cas, manque de détermination, manque de volonté, franchement une équipe un petit peu apathique, largement je trouve insuffisant dans l'engagement, dans l'envie. Moi franchement si je ferme les yeux et je repense à ce match, je vois du Laborde, je vois du Mollet, je vois du Oyongo, je vois pas vraiment de Lyonnais, il y a même eu un très bel arrêt également à un moment donné du gardien lyonnais, c'est pas suffisant et j'espère qu'il n'y aura pas du tout les mêmes travers que l'an passé quand même, où avec parfois une équipe un coup oui, un coup non, une équipe qui jouait quand elle voulait. Mais en tout cas, franchement, cette équipe s'est fait bouger. Et il faut bien le dire, déjà avant l'expulsion de Koné à la 52e minute de jeu, les Montpelliérains dominaient largement. Et ensuite, franchement, à 10 contre 11, il y a eu des changements. Il y a eu l'entrée de Terrier, il y a eu les trois changements. Mais franchement, les Lyonnais n'ont rien montré. Et c'est extrêmement décevant, en tout cas peut-être inquiétant, encore peut-être pour ce côté, l'inconstance et l'irrégularité. Merci beaucoup, Yohan Rioux. On va se quitter avec un quiz, puisque, autre nouveauté cette saison, on se fait un petit quiz à la fin de la première partie, un quiz sur Anthony Lopez, qui a vécu ce soir son 300e match professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Première question, en termes de matchs disputés, il est le 3e gardien dans l'histoire de l'OL. Le premier, c'est Grégory Coupet, avec 519 matchs. 3e, Lopez, qui est 2e gardien. Chevaux. Yves Chevaux. Je crois que c'est ça la question. Yves Chevaux. Le blond. 490 matchs. Bonne réponse de Grégory Schneider. Puisque j'ai lu L'Équipe ce matin. Dans l'histoire de l'OL, quel est le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l'histoire du club? Dinalo, c'est une mauvaise réponse. C'est le meilleur buteur, Dinalo. Oui, mais... C'est dans cette période-là. C'est les petits. Chiesa.
Serge Chiesa, bonne réponse, 541 matchs. Il a joué entre 1969 et 1983. La longévité, c'est une caractéristique du poste de gardien de but. Dans la liste des joueurs ayant disputé le plus de matchs en première division, on retrouve 4 gardiens aux 4 premières places. Vous pouvez me citer les 4 gardiens? Landreau. 1 point pour Ettori. Ettori, 2 points Batz. pour... non, Batz, c'est pas bon. Dropsy. Dropsy, 2e point pour notre ami Sébastien. Et il y a un dernier. Il a le même prénom que Dominique Dropsy. Casagrande? Non. Julou, monsieur, mais vous connaissez. Baratelli. Oh là là. Dominique Baratelli, 593 matchs. Qui passe en tête, qui vire en tête? Grégory Schneider. Non, avec C'est un grand gardien. Grégory Schneider vire en tête lors de la première mi-temps. Va-t-il maintenir son avance? C'est l'intérêt de regarder l'équipe du soir. On démarrera vers 23h, un peu après 23h. Voilà, on parlera de Neymar et on fera le débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais. À tout à l'heure.